Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast, le bilan du match 2 des finales NBA, deuxième bilan, deuxième victoire des Suns contre les Bucks et deuxième intervenant différent. La dernière fois j'étais avec Adrien, cette fois-ci je suis avec Tom. Comment ça va Tom? Même question que pour Adrien, est-ce que tu es rentré dans ces finales NBA? Ouais, clairement là. Au début, j'appréhendais un petit peu, mais enfin, faut dire que les matchs sont plaisants, les prestations des deux équipes sont vraiment plaisantes, et puis t'as vraiment l'impression d'un vrai jeu d'échecs entre les deux. Donc c'est vraiment intéressant. Pour moi, on est à peu près sur le même niveau que les finales de l'an dernier. Alors oui, peut-être que les équipes à l'échelle de l'histoire de la NBA sont pas forcément les plus fortes, mais il y a tellement peu d'écart en fait. Contrairement à ce qui peut être vu quand tu prends le score de la série, je trouve qu'il y a un peu d'écart entre les deux équipes, donc du coup ça donne vraiment des matchs plutôt plaisants. On verra, mais c'est un peu le thème pour moi qui est eu la chance d'intervenir pour les deux matchs. C'est vraiment le match qui me rassure, on va dire, le match 2 après un match un peu plus compliqué. On en parlera, match 2 donc remporté 118-108 par les Bucks. Si vous nous découvrez, Par les d'abord, Suns. merci d'écouter. Pour les Suns, oulala, oulala, oulala. Vous voyez la fatigue, on va quand même assurer ce podcast. Alors si vous nous découvrez, merci. On vous invite du coup à vous abonner sur la plateforme où vous écoutez le podcast ou sur YouTube. Et si c'est sur Apple Podcast, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Tu te rappelles, Tom, de l'époque où on demandait 100 étoiles, maintenant on est à 220, je crois. Tu vois, Incroyable. les choses, Incroyable. les choses évoluent. Ouais. Du coup, on marque la petite pause. Ouais, on vous remercie parce que ça serait impossible sans vous, on vous remercie. Et puis, on marque cette petite pause habituelle et on se retrouve pour discuter donc de ce match 2. La victoire des Suns, je vais y arriver cette fois-ci, 118-108, dans un match qui a été accroché. Selon moi, il y a peut-être plus de choses à dire d'ailleurs que sur le match 1, mais c'est peut-être l'accumulation des deux qui me fait dire ça. Tom, tu n'étais pas là pour le match 1, donc c'est intéressant de voir, selon toi, quels ont été les ajustements entre le match 1 et le match 2. Et ma petite idée, c'est que tu vas me parler de la défense des Bucks, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que les Bucks ont plutôt bien défendu sur ce match-là, alors que quand tu regardes les statistiques, si t'as pas forcément vu le match, tu vas te dire que ben non, au final c'est exactement la même chose, puisque les Suns finissent avec un offensive rating de 125. Donc quand tu finis avec une offensive rating de 125, tu peux difficilement dire que l'équipe en face a bien défendu. Sauf que j'ai trouvé que les Suns avaient plus de difficultés à trouver les bonnes positions. C'est-à-dire qu'ils trouvaient les shoots et les positions pour convertir leur panier sur des deuxièmes actions, voire des troisièmes actions, là où dans le match 1, il y avait tout de suite, en fait, le décalage était fait directement et il y avait possibilité d'exploiter un mismatch très très vite. Par exemple, il y a eu un petit peu plus de mix au niveau de la couverture défensive avec du drop, un peu de switch. Et j'ai trouvé le drop de Brook Lopez plutôt intéressant. Avec Giannis un peu en free safety qui était là pour nettoyer notamment Chris Paul qui avait un petit peu plus de mal au début de match à pouvoir enquiller les pull-up jumpers comme il avait pu le faire. Mais après, là où la défense des Bucks a cédé, c'est que les Suns ont mis énormément de tirs et je trouve que même si ils n'ont pas forcément beaucoup mieux joué qu'au match 1, ils ont surtout beaucoup mieux shooté et ça a fait une grosse différence par rapport à la défense des Bucks. Totalement. On parlera de la réussite au shoot des Suns, mais c'est peut-être l'élément déterminant qui amène ce résultat, c'est-à-dire la victoire des Suns. Je suis d'accord sur la défense des Bucks et j'ai l'impression on nous rejoue le tour des tours précédents, en fait. C'est-à-dire que la défense qui avait mis notamment un triangle en énorme difficulté sur le pick and roll, ils nous ont rejoué le même coup. Ce qui amène, on en discutera aussi, du coup, bien sûr, les 3 points dont j'ai parlé, qui sont la plupart du temps ouvert, mais on verra qu'il y a peut-être une petite anomalie du côté de la réussite des Suns. Mais effectivement, la défense des Bucks, meilleure, très fort sur les lignes de passe, le boulot d'Holiday incroyable, et ils ont fait ce qu'on avait un peu préconisé avec Adrien, c'est-à-dire retirer Holiday de Booker et le mettre sur Chris Paul. C'est un truc qu'on a vu dès le début du match, et effectivement, je pense que c'était plutôt intéressant parce que le duel PJ Tucker-Chris Paul était beaucoup trop à l'avantage des Suns. À noter aussi, c'est un des grands thèmes de ce match, mais je trouve que Giannis, dans sa faculté en 2 jours, c'est incroyable, en être en meilleure santé. Et cette meilleure santé lui a permis d'être beaucoup plus vif, beaucoup plus présent, et
Enfin, il y a eu les 2 blocs qui sont extrêmement symboliques, mais globalement, il est sur les aides, etc., qui, on le sait, sont déterminantes dans la défense des Bucks et qui sont un petit peu là où Giannis fait son beurre, hein, en défense. Quand il y a Brook Lopez, Giannis était plus présent. Donc la défense était meilleure et c'est les Suns qui ont eu la réussite pour la déjouer. Mais ça fait partie des points positifs pour la suite de la série. Même je vois l'idée défensivement, comme tu as dit, fait un énorme travail sur Chris Paul et même sur toutes les aides. Enfin, un moment où il contre le contre là sur Ayton, c'est incroyable cette action-là. Elle est incroyable. C'est réel, cette action. Il n'a pas les replays du contre de Giannis, mais c'est un meneur qui va contrer Ayton, c'est impressionnant. C'est incroyable. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que niveau ajustement, je trouve que non seulement la défense des Bucks a moins permis l'accès au cercle aux Suns. Alors oui, les Suns ne sont pas forcément une équipe qui vont aller au mastic à l'intérieur. Ils vont privilégier beaucoup le mi-distance court et long, notamment avec Chris Paul. Mais le fait d'avoir quasiment bloqué l'accès au cercle, ben du coup ça a entre guillemets décalé la majorité des possessions vers le 3 points. Donc du coup je trouve que ça a été un bon calcul, c'est juste que les Suns ont beaucoup trop mis dedans pour que au final ce soit viable. Et après d'un point de vue offensif, je trouve que c'est là la grosse le jour et la nuit par rapport au match 1. On a vu des Bucks beaucoup plus incisifs, notamment pour aller chercher des points au cercle et pour aller attaquer le cercle carrément en transition, en semi-transition et également sur demi-terrain. Ils arrivaient à trouver des brèches pour pouvoir se rapprocher du panier. Quand tu regardes les statistiques à la fin du match, ils finissent avec 41% de leurs possessions qui sont au cercle. C'est incroyable, 41% de leurs possessions qui se terminent au cercle. C'est juste que ils ont pas eu assez de réussite pour et ça il faut donner du crédit à Mikal Bridges, faut donner du crédit aussi à DeAndre Ayton, à Crowder et aussi le fait que il y avait la raquette était pas mal surchargée. On a vu même les Suns parfois essayer de reprendre la tactique de Miami de l'an dernier, le fameux mur, pour réduire le pourcentage au cercle des adversaires. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant du côté des Bucks que ils aient pu offensivement enfin se lancer dans cette série-là, même si leur adresse à 3 points reste encore mauvaise. C'est vrai. Après, ces 40% de tirs dans la raquette sont aussi grandement liés au fait que Giannis, quand il est sur le terrain, met 44% des tirs, des points des Bucks. Ouais. Donc c'est assez impressionnant. Pour revenir sur ce que tu as dit sur la défense, alors c'est un choix, je pense que c'est un peu l'œuf ou la poule, mais je pense que c'est à la fois un choix peut-être des Suns sur le début de match, de beaucoup de tirs à 3 points, mais c'est sûr qu'ils ont semblé être allergiques à la raquette. J'ai noté que le premier shoot pris dans la raquette, il est à 2 minutes 50 restantes dans le premier carton. Ils ont pratiquement passé 10 minutes sans pas mettre un tir à l'intérieur. Et Tom, on peut basculer plus ou moins sur la réussite des Suns parce que moi, je l'ai dit dans notre chat, etc., dans notre discussion pendant le match, je me dis c'est un épiphénomène. Si tu vas pas dans la raquette comme ça, tu tiendras pas sur la longueur d'un match face à des Bucks, tu l'as dit, qui étaient un petit peu plus inspirés offensivement. Finalement, ils l'ont gagné, et c'est en faisant un match à 3 points historique. Ils mettent 23 points. C'est la deuxième perf de l'histoire, le record étant à 24. Ça, c'est aussi irréel par les Cavs en 2017. Incroyable ce qu'ils ont fait. Juste peut-être pour donner quelques données statistiques, parce que je sais souvent qu'on se dit ah oui, mais les shoots qu'ils ont pris, ce sont des bons shoots, ils sont ouverts, etc. Alors oui, certes, mais quand on regarde le profil statistique des Suns, je l'ai fait 40% de réussite sur les tirs ouverts, grand ouverts selon la NBA en saison régulière, 40% en saison régulière, 44 en playoff. Sur ce match-là, ils sont à 63. Ouais. Donc 63, c'est réel. Incroyable, et ça explique peut-être en bonne partie leur victoire sur ce match 2. Ah bah oui, ils ont clairement très très bien shooté. Après, comme tu l'as dit, les tirs à 3 points, quand tu regardes, il y a une différence entre la sélection de tirs à 3 points et les tirs à 3 points mis par, entre guillemets, les role players et mis par les stars. Là où Devin Booker, il y a pas mal de tirs à 3 points où il se les crée tout seul. Notamment, enfin, moi, celui qui m'a marqué, c'est vraiment alors, il y a l'ISO un peu sur Brook Lopez où il fait le side step sur le côté pour lui mettre le 3 points sur la tête. Mais celui qui m'a marqué, c'est celui qui est très loin. Et t'as aussi celui où il se retourne juste légèrement. T'as Middleton qui est légèrement en retard. Il se retourne il pivote un peu sur
sur son pied d'appui et il enquille un shoot appui opposé. Enfin, c'est incroyable le shot making. Mais globalement, je trouve que c'est pas c'est pas viable en fait. Je trouve que c'est pas Ouais, quelque chose de viable. Même si bon, mettre, tu vois, ils finissent le match à 49% au tir, 50% à 3 points, 86% au lancer franc. Donc en tant qu'équipe, tu vois, c'est incroyable. Après, le truc qui peut être encourageant pour eux, c'est que les role players, bah, les shoots qu'ils ont eu, c'est des spot-up en fait. Ils ont été des shoots, des spot-up, c'est pas des shoots hyper difficiles. Et puis tu peux te dire que sur à ce niveau-là, ce sont des spot-up. Donc au final, ce sont pas des tirs hyper compliqués pour les joueurs qui les prennent à mettre. Quand tu prends les Michael Bridges, les Jay Crowder, Cam les Cam Johnson. Johnson et tout ça. Donc au final, ça peut être expliqué. Mais moi, ce qui est intéressant sur ces tirs, c'est la façon dont ils sont arrivés. Là où dans le premier match, tu avais l'impression que c'était plus du contrôle et du coup que la défense des Bucks cédait tôt et il y avait un swing pour avoir le tir à 3 points. Là, moi j'ai eu l'impression que des fois il y a des 3 points que les Bucks s'infligeaient eux-mêmes en Mhm. surréagissant à, par exemple, Chris Paul qui, il y a plusieurs exemples où Chris Paul à la balle, il s'apprête à pénétrer, il passe le premier rideau, il surcharge à mi-distance, ça libère le shooter dans le coin. Tu vois? Après, t'as aussi un exemple où, d'ailleurs, sur un des 3 points de Booker en tête de raquette, je crois que c'est au début du quatrième, je crois qu'il le met celui-ci, où Devin Booker pose l'écran pour que Chris Paul aille à 45. Et en fait, ils anticipent tellement que Chris Paul va rentrer dans la zone à mi-distance et ils veulent tellement le repousser pour qu'il ne fasse pas son yo-yo dribble pour rentrer dans la raquette, qu'ils laissent Devin Booker tout seul face au cercle qui a Mhm. un 3 points. Alors, c'est des trucs comme ça où tu as l'impression que la défense des Bucks, c'est un peu à trop penser et à penser à l'ajustement avant l'ajustement et ils se sont fait avoir sur des choses comme ça. C'est là où il faut donner du crédit aux Suns aussi sur leur capacité à prendre ce qu'on leur donne en fait. C'est-à-dire que Ouais, ils ont fait le match 1 où Booker et Paul ont fait un chantier pas possible sur le mi-distance. Match 2, ils voient que, comme je l'ai dit sur les autres séries, les Bucks se sont adaptés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font confiance aux role-players et les role-players ont des shoots ouverts dans le corner ou à d'autres endroits et ça leur permet d'exister. Donc là, faut donner du crédit aux Suns, pas parce que j'entends bien, je veux pas que certains auditeurs croient qu'on attribue la victoire des Suns juste sur une réussite au shoot. ah non, non, non. C'est bien plus que ça. Oui, clairement. C'est vraiment qu'ils ont réussi, en fait. Et c'est là où on en vient un peu à ce qu'on avait dit avec Adrien, en fait. Ils ont beaucoup de profils offensifs, ce qui leur permet de s'adapter constamment à ce qui va être fait. C'est-à-dire que, bah, là, tu surcharges le à mi-distance, tu essayes de un peu sur le pick and roll, Chris Paul, une fois qu'il passe le poseur d'écran et passe son défenseur, si tu essayes de contracter la raquette, il va écarter. Tu l'as pas fait sur le match 1, tu t'es fait oblitérer sur le mi-distance. Enfin voilà, les ajustements sont extrêmement compliqués. Mais encore une fois, moi j'estime, je reste dans la droite lignée du match 1, que ce match 2, ils le perdent en attaque, les Oui, Bucks. Je ouais. reste persuadé de ça. Oui, oui. C'est-à-dire que, alors oui, battre une équipe qui met 23 points, c'est compliqué, mais bizarrement, ils sont pas si loin que ça. Si tu regardes un truc que m'avait montré Adrien qui m'a changé ma vie, Tom, je pense qu'en spécialiste féru des stats avancées, tu connais, Shot Quality, qui est un Ouais. site Le internet sur la, QSQ. forcément, donné sur la qualité des shoots. C'est en gros, avec 90 points statistiques qui va en gros calculer la qualité d'un shoot et sur par exemple la durée d'un match, dire ah bah avec ces shoots pris, telle équipe est censée gagner, telle équipe est censée gagner. Sur ce match-là, sur ce match 2, les Bucks sont censés gagner 88% du temps Ouais. et ils perdent. Ce qui est super intéressant, j'ai un peu creusé, c'est la troisième fois depuis le début de ces playoffs que les Bucks perdent des matchs où ils ont un profil de shoot largement meilleur que leur adversaire. Et là où c'est complètement fou, c'est que les Suns en ont déjà gagné 5 où ils ont un profil moins bon que celui de l'adversaire. Il y a quand même, quand on repense un peu au fil des Suns dans ces playoffs, il y a 2-3 matchs qui sont pas censés gagner, qui vont gagner, et ça ressemble, on en reviendra plus Les tard, mais Clippers. ça ressemble quand même à une équipe qui peut aller très loin. T'as quoi d'autre à dire, Tom, sur les ajustements entre le match 1 et 2? Est-ce qu'on ouvre tout de suite le volet Giannis ou on se garde pour un peu plus tard?
Ah, je pense qu'on peut ouvrir le volet Giannis là. On On a peut bien ouvrir passé un temps le pour volet. ouvrir le grand volet, la baie vitrée. Giannis. Le grand volet Giannis. Alors moi, je vais m'inspirer de ce qu'a dit Elias sur notre conversation. Ben, je sais pas ce qu'il avait dit, en campagne pour Ouais. réhabiliter Giannis ou un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Je vous avoue que depuis notre épisode sur les Nets, quand ils perdent 2-0, au moment où j'ai fait ce montage-là, j'ai pris un pas de recul. Je me suis dit, on est dur quand même avec le mec. On est quand même super dur avec lui. Ouais. Et Ouais. alors, j'expliquerai pourquoi ensuite, mais Tom, t'en as pas pensé quoi de cette performance et surtout ces 20 points marqués dans le troisième quart-temps, record au 21e siècle, Mm. Ben, moi, pour un match de finale. ouais, c'est ça. Moi, je te disais pour garder, enfin pour vous mettre dans la confidence de la conversation. En fait, tu sens pas les points de. C'est pas comme quand Kevin Durant il met 20 points dans un carton, tu vois. Après, je pense que moi, ça me fait ça parce que je suis biaisé par les lancers francs. Et sur le coup, tu trouves pas forcément que ce que Giannis fait, c'est hyper difficile. Mais en fait, en regardant une deuxième fois, voire une troisième fois, tu te rends compte en fait que les trucs que le mec met, c'est irréel. Enfin, celui qui met où enfin, il attaque la raquette, il a Michael Bridges sur lui et il a Ayton en face, où il change de main sur le dribble, il fait un reverse, il crée la séparation, il évite Michael Bridges pour shooter au-dessus d'Ayton, il fait filoche. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même où Giannis, enfin, ça, il fait pas ça il fait pas ça il y a un an, tu vois. Il fait pas ça il y a un an. Mm. Mais après, je pense que, enfin, c'est un vrai takeover et on a vu que les Bucks n'avaient pas vraiment de solution. Ils ont essayé plein de choses. Ils ont essayé Ayton, ils ont essayé Bridges sur lui, ils ont essayé les deux, ils ont essayé de le blitzer pour qu'il lâche la balle. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur tout ce qui était early transition, c'est-à-dire à chaque fois que les Suns manquaient un panier et qu'ils avaient le rebond, ben, ils avaient rien, ils pouvaient rien faire. Et on a vu aussi les Suns souvent quand ils essayaient de placer leur spin pick and roll ou par exemple Devin Booker va poser un back screen sur le joueur d'Ayton et Chris Paul envoie la balle vers le cercle. Ben, à chaque fois qu'Ayton manquait cette action-là et qu'il perdait le rebond, ben, le fait qu'Ayton était en retard parce qu'il était sous le panier, ben, c'était soit faute, soit panier de l'autre côté. Et Mm. ça, on sait que c'est une attaque, c'est un play type que les Suns aiment beaucoup sortir, mais ils se font clairement punir une fois que Ayton est loin de Giannis au départ du ballon. Ça revient. Et c'est là où peut-être on a une des bonnes conclusions de notre premier bilan de ces finales, c'est que la blessure de Saric amène des minutes sans Ayton. Et on a vu les minutes sans Ayton, ça fait très très mal si Giannis est sur le terrain. Et c'est vrai, effectivement, quand Ayton n'est plus dans la raquette, c'est compliqué. Même quand il est là, enfin, je pense aussi il a mis un ou deux step back dos au panier, Oui, Giannis, ouais, qui il sont fait des trucs, très très c'est forts. réel, ouais. Et tu te dis, problème, s'il fait ça. Après, je pense que là, on va se dire, et même moi, je me suis posé cette question en préparant, à quel point si d'un côté, on affirme que la performance au shoot des Suns est difficilement duplicable, à quel point ce qu'a fait Giannis est difficilement duplicable. Ce que je me suis dit comme grosse différence, selon moi, c'est que Giannis, c'est pas la première fois qu'il fait ça aux Suns. Non. Ça fait 4 fois qu'il joue les Suns depuis février dernier, donc 2 saisons régulières, 2 fois en finale. Il aura mis 142 points. Si on retire le match 1 des finales, on est à 122 points. C'est-à-dire qu'il leur met 42 moyennes, il y a 2 points au-dessus de 40, et effectivement, alors personne ne l'a vraiment, mais ils font partie des équipes de ces équipes qui n'ont vraiment pas le personnel pour arrêter Giannis. Et du coup, je peux penser qu'on peut voir ça. La seule question, c'est à quel point, d'un point de vue physique avec sa blessure, il va pouvoir dupliquer ça, parce que c'est compliqué, c'est aller au mastic constamment, c'est du contact, mais je trouve qu'il fasse une autre pointe à 40 d'ici le match 5, je serais pas surpris. Après, je te trouve un peu dur dans le sens où Ayton, il est pas ridicule. C'est ça le problème. C'est que Ah non, non, mais Ayton, il est vraiment pas ridicule, ouais. Oui, Ayton fait le taf, c'est juste que c'est un MVP, c'est un top 10 NBA, quoi, Ouais. en face. Clairement. Et ben le truc avec ce qui peut poser peut-être ce qui peut être encourageant pour les Bucks par rapport à Giannis, c'est que ben à partir du match 3, il y a 2 jours d'écart entre chaque match. Donc du coup, il y a 3 jours d'écart entre chaque match, donc du coup, il peut entre guillemets plus facilement se reposer pour ben du coup être encore plus frais, quoi. Et on vu le delta qu'il y a eu entre par exemple sa deuxième mi-temps
du match 1 et sa deuxième mi-temps du match 2, tu vois que le gars est en train de reprendre du poil de la bête et il est plutôt sur une phase ascendante en termes de progression et d'impact sur le jeu. Donc, va falloir que les Suns surveillent ça. Mais ils ont quand même bien emmené la série. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever. Les Suns, ils ne perdent pas les matchs qu'ils doivent gagner. Et ils arrivent, comme tu l'as dit, à bien gagner des matchs qu'ils pourraient perdre ou qu'ils doivent perdre. Par rapport à Giannis, tu vois, si tu te projettes, alors on ne prédit pas un match 7, mais en cas de match 7, sa blessure au genou aurait 3 semaines et demie. Donc tu commences à arriver au moment où tu peux te dire que, alors il serait peut-être pas à 100%, mais il se rapprochera vraiment de son plein niveau. Enfin, tu vois, donc ça commence à être intéressant. Mais déjà qu'il fasse ça, c'est irréel. Hein. Enfin, le mec, Ah non, normalement, le mec, quoi. c'est n'importe quoi. Le mec, Il doit pas jouer. Ça fait 2 semaines qu'il. Enfin, Voilà, ça fait 2 semaines. Ouais. T'as pas l'impression que c'est un mec qui avait le genou en Y ou en V, quoi. il y a 2 semaines. Après, par rapport à ce que tu dis sur la comparaison avec un Kevin Durant, j'en parlerai plus, je pense, dans le DH20, parce que ça, c'est un de mes points pour défendre Giannis. Mais Giannis, il me fait penser à ceux qui regardent le football américain comprendront à un Lamar Jackson. En fait, il y a des canons, entre guillemets, des standards de domination. C'est-à-dire qu'en gros, au basket, on va attendre que le mec pull up à 3 points, qu'il fasse ça, ça et ça. Et du coup, quand un mec domine en sortant des standards, on veut qu'il domine en respectant les standards, en respectant les canons. Alors qu'en fait, concrètement, Giannis, il en a mis 20. Alors, c'est peut-être pas du pull-up, etc. Mais les mecs qui ont mis du pull-up, les LeBron, pas les LeBron, mais les Curry, les Durant, etc. Ils ont jamais fait ce qu'il a fait. Ouais. Ils en ont jamais vu. Bon, Lillard n'avait pas joué de finale NBA en l'occurrence, mais ils en ont jamais mis 20 dans un carton de finale NBA comme ça. Donc, je pense vraiment que et je pense que ce biais-là, on l'a tous en fait. C'est-à-dire qu'on a une conception un peu de la façon de dominer en NBA, parce que pratiquement tous les top 10 NBA dominent avec ce pull-up, etc. Et du coup, Giannis sort de ces standards-là et a peut-être pas cette reconnaissance-là, alors là, ça va être le bistrot du coin, mais le concept, c'est quand même de mettre la balle dans le trou, et il le fait, tu vois. Il le fait quand même. Il le fait, tu vois. Ouais, mais je comprends parfaitement enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais en termes de construction d'équipe, etc., ça peut poser plusieurs problèmes, mais en termes de performance pure et dure, il répond présent quand même. Mais ça, tu vois, typiquement, si on fait le parallèle avec ce que tu as dit, tu vois, le match de Booker, il avait l'air vachement plus impressionnant, en fait. Il est, parce que c'est, entre guillemets, c'est beau. Enfin, même si c'est subjectif, je vois ce que tu veux dire, c'est jugé comme beau. Alors que Giannis, on se dit, ah ouais, c'est que de la, mais il en met 20, tu vois. Il en met 20 dans le carton. Totalement. En parlant de ne Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, parce que Booker, il fait quand même un match, irréel. Il fait un match énorme aussi. Un match énorme, Devin Booker. Il fait vraiment un match énorme avec pas mal de momentum swing, quoi. Enfin, des paniers il met des paniers à un moment qui font vraiment mal. Tu vois, tu ressens tous ces 35 points. Enfin, je sais pas combien il a, je crois qu'il a 35, je crois qu'il a mis 35. Ou 30. Ah non, c'est pendant le match qu'il est à 31. Je trouve, ça, c'est un élément qu'il faut vraiment donner 31, ouais, 31 qu'il a mis. Ah bah la mémoire comme quoi. Ils ont une capacité à mettre des tirs quand tu sens que peut-être le match va basculer dans le match 1 comme dans le match 2. C'est incroyable. Dès que tu vois peut-être que les Bucks peuvent hypothétiquement sortir la tête de l'eau, ils les assomment. C'est incroyable. Ou parfois, les Bucks eux-mêmes s'assomment. Ça existe aussi. Mais c'est incroyable la justesse avec laquelle il joue. Alors bien souvent c'est Chris Paul, oui, mais par exemple qu'un Devin Booker qui connaît ses premiers playoffs et cette justesse là pour trouver le bon tir au bon moment, c'est extrêmement impressionnant. Ouais. Mais même les role players, hein, tu vois, Michael Bridges ou les moments où, enfin, on en a parlé un petit peu en off, par exemple sur un swing récupère la balle sur la ligne à 3 points, il y a de la pression, le gars tranquille, petit décalage d'appui. Un peu, il monte tout droit face au cercle. Voilà, le mec, le truc est hyper difficile. Tu sens toute la pression dans le shoot. Le shoot, il le met. Jay Crowder, ces espèces de 3 points où t'as l'impression qu'il a juste un pied sur le terrain. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et tout ça, c'est des points. Ça fait vraiment mal parce que les Bucks sont sur un run et le run est cassé et ça change un peu le momentum, quoi. Mais le niveau des role-players, tu vois, on a souvent notre théorie là, des meilleurs joueurs du match ou de la série. Sur le match 2, il est combienième dans la hiérarchie, le deuxième meilleur joueur des Bucks?
Parce que tu mets Giannis, Booker, Paul, Ayton, Bridges, enfin, il est 5-6. Après, le deuxième meilleur joueur des Bucks sur le match, c'est qui? Brook Lopez? C'est ma petite transition pour le Middleton / Holiday. C'est qui le... Moi, je te dirais Holiday parce que son rôle défensif, je pense. C'est Holiday le deuxième meilleur joueur. Après, le rôle défensif de Brook Lopez, il est énorme aussi, tu vois. Mais c'est vrai que, il y a plus de choses, entre guillemets, à aller chasser. Il y a plus de choses, entre guillemets, à aller chasser, peut-être pour Jrue Holiday, ou du moins, s'il fait pas ce qu'il fait, Brook Lopez a un travail vraiment beaucoup plus difficile. Là où Brook Lopez, le fait qu'il soit ciblé et qu'on cherche à le cibler, ben ça le rend visible tout de suite, tu vois. Les switches qu'il a sur Booker, ben tu vois tout de suite qu'il switch sur lui, quoi. Ça passe pas au travers. Là où Jrue Holiday, par exemple, si il fait pas tout le travail qu'il fait, tu vas juste voir que les Suns vont prendre le tir très tôt, mais au final ils vont quand même prendre le tir, quoi. Ouais, c'est la notion de l'impression, elle est très importante. Après, je pense que l'impression laissée par les lieutenants de Giannis, elle est plutôt mauvaise. Une stat que je te donnais en off, Tom, mais quand on aligne Brook Lopez, Chris Middleton et Jrue Holiday sur les tirs non contestés du match 2, ils sont à 6 sur 24, 25%. Incroyable. Quand tu vois que le match se joue à 10 et dans les moments chauds et à quoi 6-7 dans cette bascule là dont on parle, c'est affreux. Enfin, je crois que Jrue Holiday rate 8 layups dans ce match. C'est extrêmement compliqué. Alors, heureusement qu'on n'a pas fait ce podcast juste après le match 2 parce que je pense que Chris Middleton aurait passé un mauvais quart d'heure. Je me suis calmé depuis, j'ai dormi, j'ai bien mangé. Mais, Tom, on est en plein dans ce que j'appelle la Middleton Experience. Là. Ces 2 premiers matchs, c'est la Middleton Experience. C'est-à-dire que on est, je pense, sur, on en parlera, mais un joueur qui a quand même une différence de niveau de jeu entre les matchs à domicile et à l'extérieur qui est gigantesque. Enfin, on parle de 7 points de différence au niveau de la réussite au tir, qui a un répertoire un peu limité. Et puis surtout, je trouve que son impact est trop limité au scoring pour un lieutenant, en fait. C'est beaucoup trop de scoring. Et même, parfois, je trouve que défensivement, alors c'est peut-être un peu terre à terre ce que je vais dire, mais tu vois l'image d'un Giannis qui motive tout le monde sur le banc. Enfin, un peu cette folie ou en tout cas cette volonté de s'arracher, je trouve parfois un peu en dilettante Middleton. Alors c'est le type de joueur qu'il est, je pense. Mais là où tu vois, quand tu compares à un Holiday qui est sur tous les écrans, à un Lopez, même à un Portis, c'est fou de le dire, hein, mais c'est peut-être le caractère du joueur, mais ce côté un peu calme en retrait, ça lui fait très mal quand ça rentre pas dedans. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est un joueur c'est un joueur à risque, hein, Chris Middleton. Quand il a les possessions, les tirs qu'il prend, voilà, c'est du jeu compliqué, c'est du jeu difficile, et ce sont souvent des possessions importantes, et du coup, lui, quand il met pas dedans, ça se voit, ça se voit clairement parce que tu te dis ouais, c'est trop difficile comme shoot pour toi, ça. Tu vois, par rapport au du gars. Après, je trouve que il y a quand même, il shoot pas bien, mais la façon dont il arrive à se créer ses shoots est quand même, c'est pas genre un gars qui se retrouve à chaque fois avec des shoots hyper difficiles à mettre par choix, tu vois. Il arrive à faire tout ce qui est avant le shoot, c'est juste qu'il met pas dedans, en fait. Tu vois, il arrive à bien créer la séparation, il profite des décalages, mais après il met pas dedans. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que contrairement par exemple au match 1, contrairement à ce match au match 1, là il a eu beaucoup moins de possessions arrêtées où tu vois, il remonte la balle et toute la défense le regarde et il doit faire quelque chose. Là, c'était plutôt dans des secondes actions où la défense avait déjà bougé, donc ça lui permettait d'aller dans ses spots un petit peu plus facilement, c'est juste qu'il manquait la finition, quoi. Là où le jeu de passe des Suns a été incroyable et où ils ont su trouver des tirs, comme on l'a dit, ouverts, etc. Faut aussi souligner les Bucks, il y a eu un peu plus de mouvement, même si ça reste une équipe qui limite les passes. Et c'est vrai, vis-à-vis de Middleton et Holiday, vis-à-vis des Bucks, globalement, ça fait quand même 2 matchs où il y a quand même, je parle de ces moments charnières, il y a quand même souvent des ballons qui roulent, des in and out et tout, des gamelles, ça leur arrive quand même souvent. Par rapport à Middleton, moi j'ai fait un long fil sur Twitter il y a quelques heures là pour parler en fait de Middleton, pour dire que selon moi, en fait, plus que le joueur, c'est son profil le problème, je pense, avec ces Bucks. Son profil, parce que
En gros, je citais Ben Taylor qui a une chaîne YouTube très connue, Thinking Basketball, qui expliquait souvent qu'en gros, dans les équipes championnes, il y a un profil qui se retrouve souvent, c'est le joueur qui est le deuxième meilleur attaquant et le meilleur défenseur. Vous pouvez penser à Anthony Davis récemment. Même dans les dernières finales, Bam Adebayo s'en rapproche parfois un peu, mais vous voyez en gros le genre de profil sur lequel on est. Parce que c'est des joueurs qui ont un apport constant pour leur équipe. Même les jours où ça rentre pas, eh bien, ils vont être là pour défensivement, dans un rôle à la Davis ou à Adebayo, protéger le cercle. Ce serait le rôle idéal de Giannis, quoi. Exactement. C'est ça, en fait, ma conclusion. C'est le rôle idéal de Giannis, mais il n'a pas de joueur qui soit en capacité de prendre sur séquence. Middleton le peut, mais sur vraiment micro-séquence. Sur le fil d'une série, voire même d'un match, c'est compliqué pour Middleton d'être cette option numéro 1 en attaque. Et du coup, parfois, on demande à Giannis, enfin, ça n'existe pas dans l'histoire de la NBA, un joueur qui doit être première option défensive et première option offensive. La seule occurrence de ça, c'est LeBron James pendant 3 matchs en 2016. Autrement, ça n'existe pas. Donc, c'est compliqué. Tu l'as dit, il y a beaucoup de variances. Et ce que j'expliquais, c'est que cette variance, c'est un vrai problème à ce niveau, à ce moment-là de la compétition, parce que tu as des rotations resserrées. Giannis semble être mieux, mais il est peut-être pas à 100%. Il y a des joueurs qui sont des joueurs de fin de chaîne. Et le problème, c'est que d'un match à un autre, tu demandes à Lopez, Forbes, Tucker, etc., de mettre 15 points de plus. Ouais. Parce que tu passes de 35 à 20. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour une équipe. Donc, Middleton a sa part de responsabilité, mais son profil n'aide pas. Après, ils peuvent parfaitement être champions. Hein. Enfin, je l'espère pour eux. J'espère pas si j'étais fan des Suns, mais Middleton, parfois, c'est un peu compliqué pour ça. Ben voilà, c'est comme on le disait, c'est un joueur à risque, Chris Middleton, parce qu'il a une sélection de tirs risqués et c'est son principal apport, c'est ça. C'est pas forcément un joueur hyper apporté sur le playmaking. Alors oui, il peut défendre, mais c'est pas non plus ses qualités premières. Du moins, on va pas le mettre sur le meilleur attaquant adverse. Donc voilà, c'est après peut-être qu'on en attend peut-être trop, tu vois, par rapport au type En fait, j'en veux même pas parce que alors encore une fois, ils vont peut-être gagner, mais je pense que les gens vont comprendre dans l'idée, on va dire dans l'idée générale de base d'une équipe championne, Chris Middleton ne doit pas être deuxième option de l'équipe. Ouais. C'est trop pour lui. C'est un rôle de top 20 NBA, tu vois, c'est un rôle de top 20 NBA. Totalement. Ouais, c'est l'histoire récente nous montre que il y a 2 top 20 NBA dans les équipes qui gagnent le titre. En cela, les Suns respectent un peu le cahier des charges. Ils en ont 2. Ouais, ils ont Chris Paul, ils ont Devin Booker. Voilà. Ils en ont 2. Là où c'est un peu plus dur pour les Bucks. Après, vis-à-vis de Chris Middleton, on sait parfaitement, il va mettre 30 points dans un des 2 prochains matchs. C'est écrit. C'est-à-dire que on regarde ce qu'il a fait depuis le début des playoffs. Il enchaîne le chaud et le froid. Je le disais, il a marqué 35 points ou plus il y a 3 matchs où il a marqué 35 points ou plus en playoffs cette année. À chaque fois, le match d'après, il a marqué 15 points de moins. T'imagines le delta est immense. Mais puis même, tu vois, même au sein d'un même match, comme on le disait en off, au sein d'un même match, il y a aussi beaucoup de variance dans son jeu. C'est compliqué. Ça, t'as des cartons, t'as des explosions et t'as des cartons où, t'as l'impression qu'il fait du jogging, il fait du jogging de camp à camp, quoi. Et c'est surtout pour les role players, je tiens à préciser que c'est compliqué parce qu'un mec comme Giannis il peut ajuster. Mais c'est difficile pour des joueurs de fin de chaîne quand il n'y a pas d'initiateur, parce qu'il n'y en a pas et ça c'est un autre problème, c'est difficile d'ajuster. Après, pour parler d'un Jrue Holiday, moi je vais te laisser la parole sur ça Tom, mais moi je maintiens un peu mon constat du premier épisode, c'est-à-dire attendre que Jrue Holiday passe la barre des 22, 23, 24 points, c'est pas Jrue Holiday en fait. La question là, c'est une question de peut-être de confiance et d'efficacité, parce qu'il n'est pas très efficace, mais c'est pas un joueur. La fin de la série contre les Hawks, c'est un trompe-l'œil, totalement. Oui, après c'est de la domination. Après, il faut dire que sur la fin de la série contre les Hawks, il avait moins à travailler défensivement puisque Trae Young n'était plus le Trae Young du début. C'est ça le truc avec Jrue Holiday, c'est que il avait un tellement gros travail défensif que offensivement, c'est dur de lui demander d'être ton premier initiateur ou ton premier playmaker, quoi, voire deuxième. C'est plus un joueur qui va entre guillemets profiter d'un premier décalage et une fois que tu as un premier décalage, il va pouvoir l'amplifier et aller finir, puisque c'est pas non plus
mis à part la fin de la série contre les Bucks, non, mis à part la série contre les Hawks, où il est monté à peu près 39%. 25-30, ouais. Ouais, il est monté à 39 ouais, 39%, il est monté à presque 40% d'assist usage. Donc à part ça, enfin c'est pas forcément un playmaker type Chris Paul quoi. C'est un playmaker plutôt opportuniste. Il peut faire Mhm. tourner la balle, il peut trouver des bonnes positions, mais c'est pas on va dire c'est pas son rôle premier de pouvoir trouver entre guillemets des décalages sur une défense resserrée sans qu'il y ait rien eu avant, tu vois, en attaque frontale. Lui, c'est plus Mhm. dans du playmaking secondaire, quoi. Le ballon a déjà bougé, la défense a déjà un peu bougé, et là, il va profiter pour aller soit pénétrer dans la raquette, essayer de trouver un tir au cercle, ou sinon décaler un joueur pour un cut. Ça, il le fait très bien. Ouais, c'est bien, j'aime bien la précision pour un cut parce que tu vois, même que ressortir le ballon, parfois, c'est pas non plus sa tasse de thé, tu vois, après une pénétration. C'est pas on a l'impression qu'on fait le procès des Bucks, mais en fait, c'est juste pour dire que parfois, leur faiblesse ou en tout cas leur incapacité à peut-être augmenter d'un niveau, c'est une question de profil, pas de niveau de joueur parfois. Ouais. Là où tu fais la comparaison inverse, si on parle un peu des Suns, au niveau des profils, on l'a déjà dit, mais ça se complète tellement parfaitement. Tu as du Chris Paul, quand Chris Paul est pas sur le terrain, tu as plus de Booker qui peut servir dans un rôle un peu indifférent, mais Booker peut initier un peu de jeu. Alors, parce que on se rappelle, il y avait eu des expériences pas concluantes hein, pour une Booker, etc. Donc, il peut à minima un peu initier de jeu, et puis tu as la présence d'un DeAndre Ayton, etc. On va dire que l'environnement offensif des Suns, il est plus sain. Mais ça ne veut pas dire que celui des Bucks est totalement dysfonctionnel. C'est juste parfois les profils qui sont un petit peu compliqués. Tom, Ouais. est-ce que tu veux parler des ajustements pour le match 3? Enfin, je trouve que déjà là, sur le match, enfin, moi je trouve que enfin, les Bucks ont fait assez de boulot pour l'emporter. Hein, pour le... Alors, je vais t'en poser une autre. Est-ce que les Suns doivent jouer plus de Kaminsky? Je pense que non. Parce que là, ils le font pas. On voit quelques problématiques, ils le font pas. Mais c'est pas parce que le coach ne fait pas que s'il le fait, ça marchera forcément. Mm. Tu vois, c'est pas un peu comme l'idée pour reprendre la série, pour reprendre l'exemple du Jazz. Hein. Oui, il faut sortir Rudy Gobert pour qu'il n'y ait pas de 3 points. Mais si tu sors Rudy Gobert, il y a des layups et des dunks. Tu vois, c'est pas parce que le coach ne fait pas appel aux qualités d'un joueur qui est peut-être plus grand que c'est forcément une bonne chose. Peut-être que lui, il sait déjà ce qui va se passer par rapport à ce qu'il a pu voir de l'équipe ou par rapport quand les Suns ont pu jouer contre des équipes quand les Bucks pardon ont pu jouer contre des équipes qui avaient un joueur du profil un peu de Kaminsky, un profil un peu qui disparaît hein, aujourd'hui en NBA, le stretch 4 ça ça disparaît, les mecs partent en Europe, ça disparaît. Et non mais je pense pas plus de Kaminsky, je pense que après ça va dépendre de la santé de Torrey Craig aussi puisque enfin beaucoup de peur visiblement. Ouais. Il nous a fait une Visiblement, Giannis. visiblement ça va, mais non, je pense pas. Tu penses que toi, il devrait le mettre un petit peu? Peut-être un chouïa plus. Moi j'ai peur. Alors, je fais confiance à Monty Williams, c'est un très bon coach, mais j'ai peur que le résultat du match 2 puisse laisser croire que le small ball est optimum contre les Bucks, alors qu'il n'y est pas du tout. Alors qu'ils ont survécu parce qu'ils ont mis 60% de leurs 3 points ouverts. Vous allez me dire, oui, ils vont s'en créer d'autres, mais alors s'ils mettent sur le reste de la série 60 points, 60% de leurs tirs ouverts à 3 points, c'est 4-0, c'est terminé. C'est terminé, ouais, c'est un effort. Mais si ça baisse un peu, j'ai peur qu'en fait, ils aient peut-être, alors vous allez me dire, le problème, c'est que l'idée est bonne, mais là, encore une fois, c'est le joueur qui pose problème, c'est que c'est Kaminsky, quoi. C'est-à-dire que il est grand, certes, mais ça va pas lui, il va pas. C'est un grand du. C'est un grand 2, ouais, voilà. Ça va pas forcément, ça va juste ramener de la taille et peut-être des kilos sur la balance, mais j'ai très peur. Surtout, alors là, c'est incroyable, mais on en a parlé. GFT qui, commence à comprendre pourquoi il joue, pour ce qu'il apporte, tu vois. Ça pourrait être un problème si le backcourt
des Bucks commencent à se réveiller, si en plus tu as du Kaminsky qu'on peut faire un petit peu danser sur l'extérieur, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il faut peut-être le mettre par touche parce que j'ai vraiment peur que le moment où tu ne mets plus à 3 points de façon totalement délirante, tu commences à prendre des runs. Un truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs, ça, c'est que les Bucks font des runs très, entre guillemets, localisés. Ils vont faire des 7-0, etc. Mais des longs runs harassants, etc., ça, c'est la propriété des Suns. Il n'y a que les Suns qui arrivent à faire ça. Les Suns qui font ça, genre les 21-10 ou 22-7, des trucs comme ça, ouais. Ouais. C'est là où tu vois l'étendue des armes à la disposition de Monty Williams, c'est-à-dire que quand il y a un 7-0 Bucks, temps mort, je fais rentrer tel joueur, et ça s'arrête de l'autre côté. Là où il a peut-être pas ce bagage-là Budenholzer. Après, là où peut-être tu peux avoir un petit point par rapport à Kaminsky, c'est qu'au final, le nombre de minutes, peut-être que les Suns, ils peuvent se faire avoir à l'usure, un peu comme Dallas s'est fait avoir face aux Clippers, où là, t'as Chris Paul qui est monté à plus de 40 minutes, t'as Cam Payne qui joue beaucoup moins là, t'as Devin Booker qui est monté à plus de 40 minutes, t'as aussi DeAndre Ayton qui est monté à 42 minutes. Ça, c'est énorme pour un pivot. C'est énorme pour un pivot jouer autant de minutes. Mais après, en même temps, ils n'ont pas vraiment le choix. T'es en finale NBA et tu sais que les minutes sans lui vont être très difficiles. Donc, et le pire, c'est que tu vois, mettre Kaminsky, on est en finale NBA, Ben. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est vraiment, c'est ce que je me dis, c'est d'un côté, l'idée est bonne, c'est le joueur à ajouter qui est problématique, qui n'est pas le bon joueur. Après, tu vois, en termes de qualité, c'est vrai que les qualités, par exemple, les qualités théoriques font sens, mais est-ce que le joueur pourra répondre présent, tu vois? Par exemple, pour l'exemple de Jeff Teague, il fallait rajouter un peu de zip, pour aller au cercle. Ben, t'as Jeff Teague, tu vas privilégier pour ça, par exemple, Jeff Teague à Bryn Forbes qui lui est allergique à tout ce qui se passe. Voilà, il brille sur son adresse et il n'a pas vraiment de capacité de ball handling pour pouvoir attaquer ou prendre de vitesse quelqu'un, quoi, tu vois. Ça, on le dit, honnêtement, des fois, je me réécoute avant chaque finale. Parfois, je me réécoute nos anciens podcasts sur les finales. À chaque podcast, on dit, il faut des mecs capables de tenir la balle et de la passer. C'est fou, hein, ça paraît, mais c'est à ce moment-là où tout se resserre que tu as besoin de ce type de joueur. Et Bryn Forbes, c'est un joueur de fin de chaîne, c'est vrai. Enfin, je parle souvent de c'est pas un proverbe, mais de cette citation de Bob Myers. Ouais, t'es en playoff, tu sais faire une seule chose, tu seras sur le banc parce que c'est plus assez. Et en l'occurrence, Bryn Forbes, là, ça devient un peu compliqué pour lui. Après, encore une fois, sans faire on va le faire, hein, mais le prono du match 3. Vraisemblablement, il va y avoir un match où les Bucks vont mettre un barrage à 3 points et vont gagner. Enfin, je pense que ça va se passer comme ça. Est-ce que tu es d'accord, toi? Oui, je pense qu'on a plus de chances d'être à 2-2, comme on disait en début, à la fin des deux matchs chez les Bucks. Ça, on l'a dit en off. Que d'être à 4-0 ou 3-1. Ouais. Par contre, si, par exemple, les Suns prennent le 3, ça va se terminer très vite. Je pense que si par exemple les Suns prennent le 4, ils vont pas forcément finir à la maison, ils peuvent finir en 6 à l'extérieur puisque c'est une équipe qui finit toutes ses séries à l'extérieur depuis le début des playoffs. C'est incroyable. C'est une équipe qui finit toutes ses séries à l'extérieur. Par contre, je me dis que si par exemple ils prennent le 3, ça peut être beaucoup plus compliqué ensuite pour les Bucks. Moi, ce que je t'expliquais, j'avais très peur après le match 1 que ça se finisse en 5. J'avais très très peur. Après le match 2, je me dis que ça peut aller en 6, tu vois. Moi, j'avais dit 7. Je sais pas si ça arrivera en 7, mais entre parenthèses, Tom, on est d'accord pour dire que les Suns sont toujours les favoris. Là, oui, les Suns sont favoris même non seulement ils sont à 2-0, mais ensuite ils ont une telle empreinte et une telle maîtrise entre guillemets de leur jeu. Ouais, ils ont une maîtrise de leur jeu. En fait, tu vois, les Suns, c'est une équipe où il va falloir que tu les battes parce que eux, ils vont te proposer un truc et ils vont pas se battre eux-mêmes. C'est une équipe qui se battra jamais elle-même. Il faudra que tu puisses la surdominer, quoi. C'est ça. Mais vraiment, je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit, le point sur l'usure physique, parce qu'ils ont fait ça à toutes les équipes qu'ils ont joué. Et il faut pas oublier que les Suns sortent d'une série contre les Clippers elle est bizarre, mais à jouer des équipes small ball, etc., qui shootent beaucoup, etc., à voir si
les répétitions d'efforts, etc. Enfin, ils ont quand même eu, alors on touche du bois, hein, Torrey Craig, ça a pas l'air d'être sévère, mais c'est quand même 2 matchs, ils ont un mec qui se blesse. C'est à surveiller. On souhaite que les 2 équipes restent à 100% pour la suite. Et puis c'est une équipe qui, contrairement aux Bucks, n'a pas l'habitude de jouer à moins, tu vois. Ouais. Dans le sens où les Bucks, tu vois, ils ont une rotation courte entre guillemets. Maintenant. Ouais, ils ont une rotation courte depuis 2 tours, tu vois, puisque ils perdent DiVincenzo. Après les Nets, il n'y a pas eu des mecs qui ont joué de façon très longue où c'était de façon parsemée. Les Hawks, t'as encore eu moins de mecs qui ont joué, et puis t'as eu la blessure de Giannis en fin de série, alors que les Suns, ils ont toujours joué à 9-10 depuis le début des playoffs, quoi. Donc ça, le fait d'avoir une prestation, quelque chose de réussi. Si par exemple t'as des gars qui jouent que 35 minutes toute la saison régulière, ben alors oui, tu peux te dire qu'ils seront plus frais quand il faudra jouer de plus grosses minutes, mais tu peux te dire que le fait qu'ils n'aient pas la répétition de jouer autant de temps et de faire autant d'efforts sur plus longtemps, ce sera quoi les conséquences pour soit la récupération, soit leur moteur interne et comment ils vont pouvoir réagir à une augmentation de la charge qui est brutale et non progressive. Donc au final, c'est un peu ce qui s'est passé l'an dernier avec les Bucks et Giannis, tu vois. Ouais. À voir. Je t'avoue, c'est un peu peut-être la conclusion. Ah, on n'a pas fait la case MVP. MVP Chris Paul. Booker. En fait, je t'explique. On en a parlé aussi, ça. Chris Paul l'aura sur le CV, narrative, etc. Le biais de base, parce tout le monde veut le donner à Chris Paul. Comme LeBron et Eddie l'an dernier, tu penses? C'est ça. Alors que, par exemple, tu vois, nous, à ce moment-là, on se disait, la discussion, elle est beaucoup plus, il y a vraiment une vraie discussion. Bon, il y a eu un moment, Eddie est passé à travers d'un match et ça a tout chamboulé, mais c'est vrai que je pense, il faut vraiment, c'est malheureux, mais il faudrait que Booker soit, attention, on cautionne pas ce qui se passe, mais en se mettant dans la tête des votants, je pense qu'il faudrait que Booker sorte des matchs vraiment incroyables pour la suite pour l'avoir. C'est quoi ce qu'il fait si c'est pas un match incroyable? Ah non, mais encore plus incroyable, vraiment. Je pense vraiment que il doit, parce que l'impression visuelle que laisse Chris Paul d'être le leader, celui qui, quand ça peut basculer, va mettre le tir, la notion de contrôle du jeu, tu veux dire, là où Booker, t'as l'impression que c'est plus électrique, tu vois, c'est plus vraiment par à coup. Là où Chris Paul, c'est le mec, il contrôle la possession, le mec, l'arbitre, tout. Jurisprudence André Iguodala. Enfin, moi, jurisprudence André Iguodala, le fait d'avoir un apport constant qui est sur d'autres choses que pur du scoring, quand il y a une indécision sur le titre de MVP des finales, ils font toujours peser ça. C'est incroyable. Leur duo, là, ça me rappelle vachement LeBron et Kyrie, en fait. Ça me rappelle vachement LeBron Kyrie où t'as Chris Paul qui est un peu le métronome et t'as Devin Booker qui te fait des runs individuels. Ouais, il y a de ça. Il y a de ça. Alors ils peuvent pas remonter un 3, là c'est impossible. Ils mènent déjà 2-0. mais effectivement, il y a peut-être un peu de ça. Du coup, Tom, prono, alors c'est toujours un peu compliqué, mais tu penses qu'il va ressembler à quoi ce match 3? Ils sont déjà dos au mur, les Bucks. Je pense qu'ils ont déjà subi cette situation. Ouais, subir, c'est le bon verbe. Je les vois peut-être gagner ce match 3. Alors, intérieurement, je l'espère aussi un peu parce que je veux une série. Parce que là, tu l'as dit déjà, s'ils perdent le 3, ça va pas faire de vieux os, je pense. Ils ont vécu le même scénario. Face aux Nets. Où, le match 2 face aux Nets, on les donnait morts. Enfin, le match 2 face aux Nets, je les donnais plus morts que là, en finale NBA, tu vois. Donc, réécouter le podcast, on les donnait complètement morts. Mais alors, morts. On explosait la franchise. Donc, ouais, c'est ça. Donc, non, je pense qu'ils vont se ressaisir puisque le plan de jeu est bon. Le plan de jeu défensif, en tout cas, est bon. Ils ont beaucoup progressé offensivement. Giannis devrait être meilleur. Les Suns n'ont pas vraiment de solution à Giannis. Et si Giannis est meilleur, faut mettre plus Ayton dessus. Et Ayton qui a une charge accrue. Peut-être que lui, son apport va peut-être aussi commencer à flancher puisque c'est sa première campagne. C'est énormément de choses. Il a eu des clients. Il a eu pas mal de clients à gérer, même si on peut se dire que les Suns n'ont pas affronté toutes les équipes en santé. Donc je pense que oui, je pense qu'ils prennent au moins le 3.
Je pense qu'ils prennent au moins le 3. Et je dirais, ouais, qu'on repart à 2-2 balles au centre au match 5. Même si il y a moyen que les Suns fassent un hold-up. Parce que ils perdent, les mecs gagnent trop de matchs qu'ils sont pas censés gagner, en fait. C'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui fait très très peur. Aussi, peut-être, j'arrive plus à parler. Le 4-0 est écarté. Ou est-ce que c'est... Suns in 4? Ben, pour l'instant, non, puisqu'ils mènent 2-0, l'autre équipe n'a pas gagné, donc mathématiquement, c'est encore possible. Mathématiquement, c'est encore possible. Mais ça reflèterait pas, un peu comme les Clippers, tu vois, ça reflèterait pas forcément l'écart entre les deux équipes. Ça aurait été, je trouve que si les Suns gagnent en 4, ça reflète pas le niveau, ou l'écart de niveau entre les deux équipes. Parce que il est assez intéressant aussi cet affrontement parce que dans les deux matchs, on a eu quand même un scénario assez similaire où il y a un run à un moment et le run se stabilise pendant une période très très étendue et il y a un moment un contre-run des Bucks, on va dire, qui peut-être font... Enfin, le scénario des deux matchs est quand même extrêmement similaire. Donc tu te dis, c'est là où on parlait des runs sur le long cours qu'ont la capacité à faire les Suns, à voir pour les Bucks. C'est peut-être en cela que j'ai du mal à imaginer un match où les Bucks leur en mettent 20 sans que ça soit une orgie à 3 points. Tu vois, là où là où les Suns l'ont plus ou moins fait sur le match 1 sans être totalement indécent à 3 points. C'est peut-être ça la différence qui, sur le long cours, sur la série, fera gagner les Suns in fine. Après, je les vois pas se faire blowout, les Suns non plus, tu vois. Je vois pas se faire exploser. Après, tu me diras que c'est le seul moyen de gagner pour les Bucks, c'est d'exploser l'adversaire qui est plus de 15 points à 5 minutes avant. C'est ça. Et d'ailleurs, ça serait, honnêtement, ça serait le scénario rêvé parce que déjà, tu gagnes un match, mais repos de Giannis, etc. Enfin, le blowout aurait jamais eu autant d'intérêt pour... Alors, bien sûr, s'ils peuvent commander un blowout, ils vont pas se gêner. mais J'active ma carte blowout, s'il vous plaît. mais effectivement, il aurait beaucoup d'intérêt pour eux. Très bien, Tom. Et ben, du coup, plus de 50 minutes sur ce... Ouais. Comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose. On était parti pour 30. les bilans de ces finales. Du coup, merci de nous écouter. Après ce bilan du match 2, et encore une fois un match assez plaisant, on l'a pas assez dit, mais vraiment un match plaisant à voir et deux équipes qui alors, surtout pour les Suns, je suis content qu'ils réalisent ce genre de perf parce que c'est vrai que leur présence en finale avait été un peu remise en question, mais là ils sont au rendez-vous, ils font des bons matchs. Alors je l'ai dit la dernière fois, c'est peut-être pas la meilleure équipe qu'on ait vue en finale ces 10 dernières années, mais en tout cas ils montrent qu'ils méritent d'être là sur les playoffs qu'on a vus. Donc ça, ce sont pas des imposteurs. Totalement. Pas des imposteurs. Ce sont pas les gens, les Nets de l'époque face à Tim Duncan qui arrivaient en finale. C'est pas les Cavs de 2017. Eh ben, les fans des deux équipes apprécieront. Du coup, on va vous laisser. Comme d'habitude, comme j'ai dit au début de l'émission, les plateformes de streaming, vous écoutez, les plateformes de podcast, vous écoutez notre podcast, YouTube, Twitter. On vous remercie de l'écoute et puis on se retrouve très vite pour le bilan du match 3 cette fois-ci. Merci Tom, salut. Salut.